cours de la présente série d'émissions, nous allons essayer de comprendre ce que fut exactement le régime de Vichy. Comprenez bien qu'il est important de choisir un angle de vue juste. Il ne faut pas se tromper de perspective et il me semble que la meilleure chose à faire, c'est de se placer dans l'optique même du maréchal. J'ai essayé, dans une première série d'émissions, de vous raconter comment, depuis 1934 jusqu'à 1940, le maréchal s'est avancé dans la direction du pouvoir. Je résume ça en quelques minutes. C'est un homme qui fait de la politique intérieure en particulier. Il y a une lettre de lui du mois d'avril 1937 à Doumergue, où il lui dit « Pourrons-nous rétablir l'ordre sans effusion de sang ?» Avril 37, rétablir l'ordre, enfin, j'étais en France en 37, il n'y avait pas du tout d'agitation, il n'y avait même plus de grève. Mais si, il y avait un désordre fondamental, c'est que le président du Conseil était un juif et un socialiste et qui s'appelait Léon Blum. Il y a beaucoup mieux, c'est une lettre de Pétain à une de ses anciennes amies américaines, Mrs. Pardy, date 10 octobre 1938, c'est une chose qui me reste très fermement dans l'esprit, où il lui dit ceci, c'est sous peine de mort, vous entendez bien, c'est sous peine de mort qu'il faut changer la politique intérieure française. Maréchal est quelqu'un qui déteste la République, qui veut renverser tout ce qui peut ressembler à un esprit socialiste en France. Et il faut se rappeler qu'en 1935 et 1936, Gustave Hervé a fait une série d'articles réunis dans un petit volume qui s'appelait « C'est Pétain qu'il nous faut », où Gustave Hervé expliquait avec plus grande netteté, il s'agira avec le maréchal d'en finir avec le régime parlementaire, il faudra en finir avec les syndicats et les interdictions des grèves, il faudra surveiller de très près les enseignants. Bon, ça, c'est Gustave Hervé, 35-36. Vous avez le Grand Occident, qui était une feuille peu répandue, mais très intéressante, qui, dans un numéro d'avril 39, sous le titre « Pétain au pouvoir », disait « C'est le maréchal qu'il nous faut », parce que leur slogan, c'était « Le judéo-maçonnisme, voilà l'ennemi », et que l'emblème de ce petit groupement était la Francis que le maréchal adoptera. Alors, il ne faut pas se tromper non plus sur la politique extérieure, qui est celle du maréchal. Un livre dont j'aurai l'occasion de parler plusieurs fois, car il est remarquable, Raymond Tournoux, Pétain et la France, apporte des documents extraordinaires. Tournoux, à mon sens, se trompe quand même. Lorsqu'à propos de la politique extérieure du maréchal, il dit oui, le maréchal était opposé à la déclaration de guerre en 1939, parce que c'était, selon Tournoux, prématuré. Parce qu'il fallait attendre l'arrivée dans la guerre des Américains. C'est pas vrai du tout. Il ne s'agit pas de déclaration de guerre prématurée. Il s'agit d'une déclaration de guerre qui représente dans la pensée de Pétain un véritable scandale. Pétain était opposé de la manière la plus vigoureuse. C'est la seule fois qu'il avait accepté une interview d'un journal qui s'appelait Le Journal, où il avait pris position de la manière la plus véhémente contre une alliance militaire avec la Russie. Ça avait été l'idée de Barthou qui disait il faut essayer de coincer Hitler entre un bloc franco-anglais d'un côté et entre la puissance militaire de l'URSS de l'autre côté, de cette manière qu'on le dissuade de faire quoi que ce soit. Le maréchal ne voulait surtout pas. La grande pensée en politique extérieure du maréchal, c'est de ne rien faire qui puisse porter atteinte à des régimes qui lui paraissent parfaitement prometteurs, l'un étant le régime nazi et l'autre étant le régime fasciste. C'est pourquoi il va être très carrément anti-munichois, et le maréchal ne cachera pas qu'il déteste cette guerre. Il ira même très loin, puisqu'on le verra à Madrid, ambassadeur de France, serrer publiquement la main de von Storer, l'ambassadeur nazi, ce qui est une chose invraisemblable. Si ce n'était pas le maréchal, il eût été immédiatement rappelé et révoqué, mais c'est le maréchal. Donc la politique extérieure de Pétain se conduit en fonction de sa politique intérieure, et il va se servir du désastre français, il va se servir du désastre comme d'une occasion pour pouvoir réaliser son plan. Un désastre qu'il avait, et je pèse mes mots, qu'il avait souhaité, qu'il avait désiré et qu'il avait même préparé. Il faut savoir que le 11 décembre 1943, dans une lettre à Hitler, il lui parlera de l'armistice en disant « L'armistice en vue de la politique que je voulais effectuer ». Alors allons-y. Eh bien, il a commencé le 17 juin par être un président du Conseil comme les autres. Il avait été appelé au pouvoir par le père Lebrun, qui était président de la République. Mais jusqu'au 10 juillet, il ne sera qu'un président du Conseil comme les autres. Mais le 10 juillet 1940, il avait réuni le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée des députés et des sénateurs à Vichy, pour leur demander des pleins pouvoirs en vue d'une réforme constitutionnelle. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Nous allons regarder ça de très près, puisque maintenant il est au pouvoir. C'est Vichy qui commence. Cet autre livre, dont je parlerai plusieurs fois aussi, Amiral Auffand, Histoire élémentaire de Vichy, Auffand ose affirmer le maréchal n'était pas un doctrinaire politique. Mais si, c'est un doctrinaire politique, il sait très bien ce qu'il veut, puisque c'est la pensée de l'Action française, la pensée de Maurras qui lui paraîtra dirigeante, et M. Chauvel, qui fut mon chef lorsque j'étais à l'ambassade de France à Berne, et qui avait servi le maréchal 2 ans, déclaré un jour ceci, qu'il a du reste imprimé dans son livre Commentaire. L'Action française était, pour ainsi dire, le journal officiel de Vichy. C'est aussi un ami du maréchal, il s'appelait Tracou, qui était directeur de son cabinet militaire, qui dira le maréchal n'ouvrait jamais qu'un seul journal, c'était l'Action française.
Et quand il réunira le premier recueil de ses discours, il en fera une dédicace à Maurras en l'appelant le plus français des Français. J'ajoute que le 15 septembre 1940, dans la revue des Deux Mondes, 15 septembre 40, dans la revue des Deux Mondes, le maréchal ira très loin à propos de cette politique intérieure en disant « Il faut articuler notre pensée et notre action à celle, au pluriel, pensée et action, à celle qui procédera demain à la réorganisation du monde. » Autrement dit, il faut adapter la France au régime hitlérien. Le 10 juillet 40, à Vichy, le maréchal a donc obtenu un vote massif en sa faveur pour réforme constitutionnelle. Sur les plus de 600 députés, il n'y en avait que 80 qui ont voté contre. Mais ces députés qui ont voté pour ne se doutent pas des pouvoirs réels qu'ils ont remis à Pétain. Une modification de la Constitution, non, il ne s'agit pas d'une modification, il s'agit d'une destruction. Le maréchal Pétain va détruire immédiatement la République et beaucoup de députés et de sénateurs vont lire avec stupeur dans le journal officiel du 12 juillet un acte constitutionnel numéro 2 que je me permets de vous lire, sont abrogées toute disposition des lois constitutionnelles des 24 et 25 février 1875. C'est tout, hein. Ordre est donné à la presse, plus exactement interdiction, de reproduire ces articles constitutionnels de 75. Pourquoi? Parce que c'était les articles par lesquels la République était installée en France. Donc elle est détruite sournoisement. On n'en parlera pas, sinon que le mot République française disparaîtra des actes officiels, ça deviendra l'État français. Le maréchal ne veut plus de consultation nationale, il ne veut plus de représentation nationale, il n'y aura plus jamais de chambre élue sous son pouvoir, et même les conseils généraux vont être remplacés par des comités administratifs. Un conseil général est élu, vous le savez, par des notables. Plus question, maintenant c'est le maréchal qui va désigner, c'est le pouvoir qui va nommer les représentants du comité administratif. Et les municipalités. Les Français ont l'habitude d'élire leurs conseils municipaux et leurs maires. Interdit. Sauf pour les cités, enfin les bourgs, de moins de 2000 habitants. Au-delà de 2000 habitants, le maire sera désigné, sera nommé par le pouvoir. Quant aux petites cités, enfin, des petits bourgs de moins de 2000 habitants, il y aura bien encore un conseiller municipal, mais qui peut être à tout instant révoqué par les ordres du préfet. Premier point, destruction de la République. Deuxième point, et avec une hâte extraordinaire, le maréchal va commencer sa persécution antisémite. C'est pas pour rien qu'il est un disciple de Maurras. C'est le 22 juillet, hein, il est au pouvoir depuis le 10. C'est le 22 juillet qu'il décide de rétablir, de réviser les naturalisations de juifs étrangers qui s'étaient produites depuis 1927 en France. Et très rapidement, 6000 de ces juifs qui étaient devenus français cesseront d'être français. Ils deviennent donc des apatrides. Le 27 août 1940 toujours, le maréchal va abolir une disposition légale qui était du mois d'avril 1939, interdiction faite aux journaux d'outrance antisémite. Non, maintenant toutes les outrances seront permises. Le même mois d'août, il y aura l'interdiction, enfin l'abolition de ce décret Crémieux, ça ne vous dit rien, un décret qui avait été pris par le gouvernement provisoire de 1870, Crémieux était un juif, et avait autorisé, avait accordé aux juifs algériens le droit de vote, suppression. Mais surtout, ce qui est particulièrement intéressant, c'est ce statut des juifs que le maréchal va publier au journal officiel du 17 octobre, l'ayant signé le 5 octobre, et les juifs sont considérés comme des gens qui sont mis au banc de la nation. En effet, interdiction est faite à l'armée, à la magistrature et à l'enseignement d'avoir un seul représentant de la classe juive. Là, nous avons un détail bien intéressant qui est fourni par M. Baudouin. Baudouin a été pendant 9 mois le ministre des Affaires étrangères de Pétain. Il a publié ses notes, ses souvenirs, et à la date du 1er octobre 1940, ce jour-là, il a noté « Long conseil des ministres de 17h à 19h45, c'est le maréchal qui est le plus sévère pour l'exclusion des Juifs. » Ça fait un grand plaisir à l'Action française, quoique ça lui paraît encore insuffisant, puisque Maurras, dans l'Action française du 21 octobre, écrira « Il importe qu'il y ait au plus tôt un recensement de tous les Juifs habitant la France. » Ça va venir. D'autre part, vous vous rappelez, le judéo-maçonnisme, voilà l'ennemi, alors ce sont maintenant les francs-maçons, le 13 août 1940, qui sont interdits, et les biens des loges sont immédiatement confisqués. Est-ce en raison de l'appartenance à la maçonnerie d'un certain nombre d'instituteurs? Toujours est-il qu'en moins de 6 mois, 1328 instituteurs seront révoqués. Et tous les fonctionnaires vont maintenant être astreints à un serment qu'ils prêtent au maréchal. Et sa politique sociale. Il faut vous dire qu'il avait eu, curieusement, un vocabulaire presque démagogique, où il avait parlé à plusieurs reprises de la plutocratie, des puissances d'argent. Il y a un certain nombre de, comment les appellerais-je, des naïfs ou des crédules, qu'il avait pris au sérieux. Exemple, Emmanuel Berle, qui est un juif, et qui, non pas à Vichy, mais quand c'était le gouvernement normal de Pétain en juin, avait préparé certains discours du maréchal. C'est Emmanuel Berle, paraît-il, qui avait inventé la fameuse phrase « Je hais ces mensonges qui vous ont fait tant de mal ».
Il y a aussi Bergerie qui était un homme assez de gauche, je vous assure, qui, dans son journal La Flèche, prenait des positions très sociales. Et puis il y avait ce petit Belin, que j'ai un peu connu, qui avait été un des collaborateurs de Jouot, qui venait de la CGT, et qui avait tout à côté de lui un de mes camarades de l'école normale, qui s'appelait Georges Lefranc, insoupçonnable, un véritable socialiste. Eh bien, ces gens vont entrer au pouvoir, Belin a obtenu le ministère du Travail, et il va essayer de faire ce qu'il pourra. C'est lui qui va obtenir que le maréchal accorde le 1er mai comme un jour férié. C'est lui qui va obtenir qu'il y ait, pour la première fois, c'est tout de même Vichy qui l'a fait, mais c'est Belin, le SMIC, c'est-à-dire un chiffre au-dessous duquel il n'est pas possible de payer l'ouvrier. Enfin, il y a une base finale. Mais il ne faut pas oublier qu'en même temps, le maréchal avait prononcé les paroles les plus précises. Il avait dit « On a revendiqué plus qu'on a servi », il va dire « Il convient d'en finir avec l'esprit revendicatif », et dès le 11 juillet 40, nous supprimerons les discussions dans la cité, nous ne les admettrons pas à l'intérieur de l'usine. D'où destruction de la CGT. Ça se passe au début d'août 1940, et parallèlement, comme ça pour faire compensation, le maréchal dissout également la CNPF, c'est-à-dire le Centre national du patronat français. Ça paraît un équilibre, enfin, il n'y aura pas de groupement ouvrier, il n'y aura pas non plus de groupement patronal, avec ces différences considérables sur lesquelles je me permets d'insister, que Jouot, qui était le chef de la CGT, va être mis en prison, tandis que les grands dirigeants du patronat français, réunis au CNPF, vont tous se retrouver à la tête de ces comités d'organisation que le maréchal a prévus sur chaque branche industrielle, pour la sidérurgie ou pour le textile. Vous voyez, les grèves sont interdites, par conséquent on peut dire que la politique du maréchal est précise, asservissement de la classe ouvrière. Comprenons bien ceci, le maréchal au pouvoir est quelqu'un qui se venge de ce qui s'était passé pendant le Front populaire. Il y a des choses qu'il n'admet pas. Et ce Front populaire, c'était une chose horrible pour un homme comme René Benjamin, qui était un maurassien, lequel René Benjamin osera écrire « La défaite était moins grave que le régime des successions ». Et vous avez un évêque, c'était l'évêque de Dax, qui dans son mandement de carême 1841, dira ce que personne n'ose dire, mais que lui dit carrément, l'année maudite n'a pas été pour nous l'année de notre défaite extérieure, 1940. L'année maudite, ce fut celle de notre défaite intérieure, c'est-à-dire l'année 1936. Alors c'est donc clair, hein. Politique extérieure maintenant. Est-ce que vous savez l'extraordinaire jubilation qu'a éprouvé Hitler lorsque, le 17 juin, il a appris que le maréchal demandait un armistice? Il y avait eu de la plume d'Hitler en 1924, oui, dans son Mein Kampf, une phrase très intéressante. Il faut faire gouverner les vaincus par les vaincus eux-mêmes afin qu'ils s'enfoncent ainsi dans l'esclavage et que la servitude leur devienne naturelle. Faire gouverner les vaincus par les vaincus, il a bien essayé dans tous les pays où il avait triomphé. Par exemple, Tchécoslovaquie, Pologne, bien sûr, Danemark, Norvège, Hollande, Belgique. Nulle part, vous entendez bien, nulle part, Hitler n'avait trouvé un homme du pays pour être son représentant. Il avait fallu faire appel des étrangers. C'est pourquoi la reine Wilhelmine, qui était réfugiée, je crois, au Canada, et s'adressant par radio à ses sujets, leur avait dit, vous avez vu, quelle joie de penser qu'Hitler n'a pas trouvé chez nous un seul Hollandais pour faire sa besogne, pour être le Gauleiter. Il a fallu qu'il fasse appel à un Autrichien qui s'appelait Seyss-Inquart. Il avait raté partout, Hitler, sauf en France. En France, il a eu cette chance incroyable d'avoir pour faire sa politique un Français. Et quel Français? Un maréchal de France. Il faut bien avoir entendu compte de ceci aussi qu'il s'est entretenu, Hitler, dès le 17 juin avec Mussolini, qu'il avait tout de suite convoqué, pour que les conditions de paix, enfin d'armistice que l'on propose aux Français, ne soient pas dangereuses sur deux points qui intéressent beaucoup les Français et le maréchal. Premièrement, solennellement, vous entendez bien, solennellement, Hitler va déclarer dans son armistice, nous n'avons aucune prétention sur la flotte française. Et il va même jusqu'à parler de la paix. Même au moment de la paix, nous ne demanderons rien à la flotte française. Il ne dit pas un mot de l'Empire. Or l'Empire, la France avait à ce moment-là un grand empire colonial. Il est entendu entre Hitler et Mussolini qu'on va laisser Pétain à la tête de l'Empire français, le gardant au chaud, mais assez frais, le gardant au chaud pour ceux qui sont dans l'intention ferme de le dépouiller au moment de la paix. Alors le maréchal ne veut rien faire qui puisse nuire à sa politique intérieure, que je me permets de résumer en quelques mots. Il s'agit d'extirper l'esprit 89, il s'agit de persécuter les juifs, il s'agit d'asservir la classe ouvrière, il s'agit de contrôler étroitement les enseignants, pourvu qu'il n'y ait pas de problème autour de lui, qu'il n'y ait pas de difficulté avec l'Allemagne, ni non plus avec l'Angleterre. Avec l'Allemagne, par exemple, on a fait une petite armée d'armistice. Il espérait avoir 100 000 hommes, on aura à peine 50 000, car ce sont uniquement des volontaires qui sont là. Eh bien, le maréchal surveillera cette armée de l'armistice afin qu'elle ne fasse rien qui puisse nuire à l'occupant. Il y a des gens, il y avait des officiers patriotes qui commençaient déjà à constituer des stocks secrets.
Le maréchal ne veut pas en entendre parler. Il va se débarrasser de Weygand. Parce que Weygand est à ses yeux un peu trop patriote, parce que Weygand l'a supplié de faire une protestation véhémente sur la politique d'Hitler à l'égard de l'Alsace. L'Alsace-Lorraine a été pratiquement annexée. Le maréchal ne dit rien. Weygand lui dit, enfin, il faut protester, ce n'est même pas dans l'armistice. Ça l'embête, ça l'agace, le maréchal, et il va envoyer Weygand en Afrique du Nord pour être débarrassé de lui. Il y a l'égard de l'Angleterre. Il y a un certain professeur Rougier, qui, dans une espèce de mystification, nous a fait croire qu'il avait eu une mission secrète à Londres du maréchal pour s'entendre avec les Anglais. C'était si peu secret que la commission de Wiesbaden en Allemagne, il y avait une commission permanente pour l'application de l'armistice, la commission de Wiesbaden annonçait, enfin les Français de la commission annonçaient aux Allemands ce qui se passait entre Français et Anglais. Ces rapports de Vichy avec Londres n'ont absolument rien de secret, je viens de vous le dire, la commission de Wiesbaden en est informée, et ça se déroule à Madrid, entre l'ambassadeur de France et l'ambassadeur d'Angleterre. De quoi s'agit-il? Eh bien, du passage des navires français de ravitaillement qui arrivent d'Afrique du Nord et qui doivent passer par Gibraltar. L'Angleterre accepte gentiment pendant un certain temps, jusqu'au mois de février environ, mais avait accepté sans difficulté que ces navires de ravitaillement passent devant Gibraltar pour aboutir jusqu'à Marseille. Lorsque les Anglais vont faire deux choses très dures, Mercer le Kébir d'une part et d'autre part la défense de Dakar en septembre 1940, il n'y aura pas pratiquement de représailles. Maréchal Pétain enverra des avions 2 fois de suite au-dessus de Gibraltar, et ces avions lanceront leurs bombes très soigneusement dans la mer et pas sur Gibraltar. Tout ça pour qu'il n'y ait pas de problème, pas d'histoire avec l'Allemagne, pas d'histoire avec l'Angleterre, faire sa politique intérieure tranquillement. J'insiste sur ce point qui est capital, il n'y a jusqu'à présent et pendant de longs mois et pendant des années, aucun double jeu de la part du maréchal. Il veut rencontrer Hitler. Il racontera des blagues à ce sujet. Il dira, j'ai répondu à l'invitation du chancelier. Non, c'est inexact. C'est pas une invitation du chancelier, c'est lui qui a essayé de se faire inviter. Il l'a demandé d'abord par l'intermédiaire de Fonck, vous savez, l'as militaire, l'as d'aviation pendant la guerre, qui était resté lié avec Göring. Et ensuite, c'est Scapini, l'aveugle, qui s'occupe des prisonniers, qu'il va déléguer à Berlin, lui, le maréchal, pour qu'Hitler accepte de le rencontrer. Il aura même une autre histoire encore plus raide. Le correspondant du Daily Telegraph, le 13 janvier 1941, répétera ce que le maréchal lui a dit. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. M. Laval est venu me trouver en me disant « Demain, vous rencontrez le chancelier Hitler ». On avait pris des engagements hors de ma parole. J'ai été obligé de le faire. C'est pas vrai. Il avait longuement sollicité et il voudrait obtenir d'Hitler quoi donc? Un statut d'associé. Il voudrait que la France, dans cette Europe nazie, soit la province favorite. Une France potagère, comme il l'a indiqué. Sidérurgie, c'est fini. C'est une France nourricière, où l'Allemagne pourra puiser un certain nombre de ressources. C'est ça sa grande préoccupation. Alors ce qu'il voudrait obtenir d'Hitler, c'est ce statut d'associé d'une part, et d'autre part, autant que possible, des avantages pour le retour des prisonniers, retour massif des prisonniers, et surtout assouplissement de la ligne de démarcation. Le maréchal avait préparé l'opinion publique par un discours du 10 octobre, dans lequel il avait parlé de ce problème des rapports franco-allemands si légèrement, vous entendez, si légèrement traités dans le passé. Or, j'ai sous les yeux un texte officiel développé par Pétain, enfin, je veux dire, qui était envoyé, je l'ai trouvé à l'ambassade de France, où ce texte a été modifié. Il avait dit effectivement rapport franco-allemand légèrement traité dans le passé, et dans cette publication officielle, il modifiera l'adverbe si criminellement traité par le passé. Lorsque le maréchal va rencontrer Hitler, Hitler est de très mauvaise humeur parce qu'il a raté une opération la veille, exactement la veille, avec Franco. Il aurait voulu obtenir que Franco laissât passer les troupes allemandes qui seraient dirigées sur Gibraltar et peut-être qui auraient franchi le détroit, c'est possible, et Franco ne le voulait pas. Un petit-neveu, je crois, du maréchal, qui signe L.D. Girard, écrira un livre bouffon. Il s'appelle Montoire Verdun diplomatique, où il voudra faire croire aux Français que le maréchal a opéré quelque chose d'admirable. Il a prévenu en secret Franco de ce qui allait se passer pour le mettre en garde contre les réclamations d'Hitler. Vous pensez bien qu'il n'avait pas besoin, Franco, des indications du maréchal pour savoir ce que lui demandait Hitler. Fermons cette parenthèse parce qu'elle est absurde. Voilà le maréchal qui est en présence de Hitler, lequel le remercie tout de suite d'avoir été un de ceux qui s'opposaient à la guerre. Il était très bien renseigné, Hitler. Maréchal a beau être gentil, aimable, proposer sa collaboration, Hitler n'accorde exactement rien, ni sur le retour des prisonniers, ni sur l'assouplissement de la ligne de démarcation. N'empêche que, quelques jours après l'entretien de Montoire, qui est du 24 octobre 40, Pétain va faire une grande déclaration le 30 octobre, dans laquelle il y aura ces mots terribles, « C'est dans l'honneur et dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Cette collaboration doit être sincère, exempte de toute arrière-pensée. »
je ne me rends pas compte si le maréchal prévoit ce à quoi il sera entraîné. Les conséquences de cette décision qu'il a prise seront terribles. Il y aura peu de temps après l'affaire du 13 décembre, où brusquement le maréchal va chasser Laval. Ça fera une grosse agitation, ça s'est produit avec une soudaineté extraordinaire, bien que depuis le 6 décembre, Laval sentait qu'il y avait quelque chose contre lui, puisqu'il avait appris que le maréchal avait déjà contacté ce monsieur Flandin qui va lui succéder. On en fera grand bruit, on dira le maréchal s'est séparé de Laval parce que Laval allait trop loin dans la collaboration. C'est complètement faux. C'est une affaire de politique intérieure. Et le 3 août 1945, au procès du maréchal, Laval le dira lui-même. Oui, c'est une affaire de politique intérieure. Quoi donc, politique intérieure? Le maréchal pratique cette ingratitude qui est celle des chefs d'État. Laval lui a été prodigieusement utile pour avoir dans sa main les parlementaires le 10 juillet, mais maintenant c'est fini. Laval ne l'intéresse plus. Laval ne s'occupe absolument pas de sa révolution, de sa rénovation nationale. Laval était même opposé à la politique antisémite. Laval est un parlementaire. Il y a Pirouton, ministre de l'Intérieur, qui a peur que Laval lui prenne son portefeuille. Il y a l'exaspération du maréchal devant le comportement de Laval, qui, paraît-il, ne le respecte pas assez, fume devant lui envoie au visage la fumée de sa cigarette. Le maréchal dira même à Doyen, c'était le général français en permanence à Wiesbaden, il dira Laval, ce Laval, c'est un fumier. Toujours est-il qu'il le renvoie brusquement ce 13 décembre, il le fait même arrêter. Laval se précipitera chez lui pour demander mais qu'est-ce qui s'est passé? Le maréchal dira mais j'ai jamais su qu'on vous avait arrêté. Enfin, peu importe. Les Allemands ont commencé par être tout à fait agacés en se disant est-ce que le maréchal change de politique après cette collaboration qu'il nous avait promise? Est-ce qu'il a l'intention de la rompre? Absolument pas. Le maréchal va envoyer tout de suite auprès d'Hitler, ça se passera le 24 décembre à Beauvais, il va envoyer l'amiral Darlan, et l'amiral Darlan sera chargé de dire expressément à Hitler, rien ne sera changé, soyez tranquille dans la politique de collaboration. Je peux même vous dire, et nous le verrons la prochaine fois, que Darlan ira beaucoup plus loin dans la collaboration que Laval n'était allé. Alors, voyons, comment faut-il conclure cette première partie? Enfin, qu'est-ce que c'est que le régime de Vichy au début? Henri Amourou, qui écrit un très beau livre, mais très maréchaliste, qui s'appelle Les Français de l'occupation, dans son premier volume, intitulé du reste 40 millions de pétainistes, ne se trompe pas. En disant que dans les premiers jours, enfin en juin, juillet, etc., il y a eu adhésion. Je dois vous dire que moi aussi, j'avais donné mon adhésion au maréchal. Je me figurais, comme la plupart des Français, qu'un homme de son prestige, le vainqueur de Verdun, obtiendrait peut-être d'Hitler ce que personne d'autre ne pourrait obtenir. Il y avait un enthousiasme général du côté de la hiérarchie ecclésiastique. Enfin, tous les évêques sont ravis. Je dois même vous dire que M. Gide, dans son journal, déclare que les appels du maréchal sont, je cite, tout simplement admirables. C'est ce qu'écrit M. André Gide. Et puis il y a l'amiral Haufin qui parle, en termes émouvants que je tiens à vous lire, de ce que le maréchal avait créé sous le nom de Légion des volontaires français. C'est ceux qui, d'après Haufin lui-même, vont s'occuper en France d'extirper les derniers bacilles de l'esprit de 89. Alors voilà la phrase d'Haufin qui est jolie. Beaucoup d'anciens militaires à l'âme droite, qui n'avaient jamais voulu faire de politique, sortirent de leurs réserves. La patrie retrouva son élite naturelle, attachée à l'œuvre de lente destruction de l'esprit révolutionnaire. René Raymond, qui est un bon esprit, et qui a écrit un livre remarquable sur la droite française de 1815 à nos jours, René Raymond conteste l'application du mot fasciste au régime de Vichy. Il dit non, c'est pas exactement un régime fasciste, et sur un point, c'est vrai, les régimes nazis et fascistes avaient une base populaire qui manquait complètement au maréchal. Mais il faut tout de même penser deux choses. Premièrement, l'amiral Lié, qui va être le représentant officiel de Roosevelt à Vichy, dans une dépêche, dira « c'est un régime voisin de celui de l'Italie fasciste ». Je dirais plutôt une espèce de fascisme français qui est une combinaison de Maurras et de Salazar. Et puis il faut penser aussi que le maréchal, dès le mois de juillet 40, a demandé aux Allemands de libérer Brasillac. Brasillac, c'était l'homme de « je suis partout », et qui, de la manière la plus positive, la plus claire, la plus cynique, disait « je suis un fasciste ». Alors je terminerai par une citation de ce livre de Paxton, qui est un Américain, un très beau livre qui s'appelle La France de Vichy, et la voici cette citation. « Des mesures draconiennes, prises par une bourgeoisie effrayée. Voilà qui pourrait être une bonne définition du fascisme. En ce sens, le régime de Vichy était bien un régime fasciste. »